Excellences, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad et Maréchal du Tchad, chers frères, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Anna Bierd, Directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des banques de développement, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad et Maréchal du Tchad, ainsi qu'au gouvernement et au peuple tchadien pour leur accueil fraternel et pour l'initiative de cette rencontre consacrée à l'un des enjeux les plus déterminants de l'avenir de notre continent. Je tiens également à saluer l'engagement du groupe de la Banque mondiale en faveur d'une nouvelle approche de la sécurité hydrique fondée sur l'alignement des réformes, des institutions, des financements et des capacités de mise en œuvre. Le thème retenu pour nos travaux, de la vision à l'action, exprime avec justesse l'impératif de notre temps. Nous connaissons les défis, nous avons défini des stratégies, nous avons adopté des déclarations et pris des engagements. Il nous appartient désormais de transformer ces engagements en investissements, les investissements en infrastructures, les infrastructures en services durables et ces services en engagement réel dans la vie de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'eau est souvent présentée comme une ressource naturelle ou comme un besoin social fondamental. Elle est bien davantage une condition de souveraineté, de stabilité, de développement et de dignité humaine. L'eau est la première infrastructure de la vie. Elle protège la santé, permet à l'enfant d'aller à l'école, soutient l'agriculture, alimente l'industrie, rend possible la production d'énergie, accompagne la croissance des villes et renforce la résilience des communautés. Elle conditionne également la place de nos économies, que nos économies pourront occuper dans le monde de demain. Sans sécurité hydrique, il ne peut y avoir de sécurité alimentaire durable. Sans eau fiable, il ne peut y avoir d'énergie pleinement sécurisée, d'industrialisation compétitive, de villes résilientes, ni de systèmes sanitaires performants. Sans accès équitable à l'eau et à l'assainissement, les inégalités se creusent, les femmes et les enfants supportent une charge disproportionnée, les territoires fragiles s'appauvrissent et les tensions sociales s'aggravent. C'est pourquoi les investissements dans l'eau ne doivent plus être considérés comme de simples dépenses sociales. Ils constituent des investissements structurants dans le capital humain, la productivité économique, la santé publique, la cohésion nationale et la paix. L'Afrique ne gagnera son pari démographique, économique, industriel et climatique que si elle gagne d'abord le pari de l'eau. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre continent se trouve pourtant confronté à un paradoxe profond. L'Afrique possède de grands fleuves, d'importants bassins hydrographiques, des lacs, des nappes souterraines, des zones humides et un potentiel hydroélectrique considérable. Mais des centaines de millions d'Africains demeurent privés d'un accès sûr et durable à l'eau.
plus de 400 millions de personnes sur notre continent éprouvent encore des difficultés à disposer de l'eau nécessaire à leur vie quotidienne, tandis que plus de 800 millions ne bénéficient pas de services d'hygiène de base. L'irrigation reste insuffisamment développée. Les capacités de stockage ne répondent pas à l'ampleur des besoins. Les réseaux urbains sont souvent incomplets ou vieillissants. L'assainissement accuse un retard préoccupant. Une part importante de notre potentiel hydroélectrique demeure encore inexploitée. À ces insuffisances s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation rapide, la dégradation des écosystèmes, les sécheresses, les inondations, l'irrégularité des précipitations et les effets croissants du changement climatique. Le défi africain n'est donc pas uniquement de disposer de l'eau dans la nature. Il est de savoir la protéger, la capter, la stocker, la traiter, la distribuer et la gérer durablement. Il est aussi de transformer une ressource naturelle en un service public fiable, un potentiel hydrique en un actif économique, une richesse partagée en un facteur d'intégration, de stabilité et de prospérité. Cela exige une nouvelle méthode fondée sur la planification de long terme, la coordination des politiques publiques, la solidité des institutions, la mobilisation des financements et surtout, la capacité d'exécution. La République démocratique du Congo occupe dans cette ambition africaine une position singulière. Notre pays est une grande puissance hydrique, forestière, agricole, énergétique et écologique. Le fleuve Congo, ses nombreux affluents, nos lacs, nos zones humides, nos forêts, nos terres arables et notre exceptionnel potentiel hydroélectrique constituent un patrimoine stratégique pour notre nation, pour l'Afrique et pour l'équilibre climatique mondial. Le bassin du Congo est l'un des grands régulateurs écologiques de la planète. Il abrite une biodiversité exceptionnelle, soutient des millions de vies et offre au continent des possibilités considérables en matière d'énergie propre, d'agriculture, de transport, de développement rural et de résilience climatique. Cette richesse nous confère une responsabilité particulière, mais elle nous place également devant un paradoxe que nous devons avoir le courage de reconnaître. Dans un pays aussi abondamment doté en ressources hydriques, trop de familles ne disposent toujours pas d'un accès à l'eau potable, sûr, continu et abordable. Ce paradoxe de l'abondance naturelle et de la rareté des services doit prendre fin. La puissance hydrique d'un pays ne se mesure pas seulement au volume d'eau qui traverse son territoire. Elle se mesure au nombre de familles effectivement desservies, d'écoles et de centres de santé alimentés, de terres irriguées, d'entreprises approvisionnées, d'emplois créés et de territoires durablement transformés. La République démocratique du Congo entend donc convertir son immense potentiel en infrastructures, en énergie propre, en protection agricole, en industrialisation, en emploi, en services publics et en développement inclusif. C'est le sens de notre pacte national pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À l'horizon 2035, nous voulons porter le taux d'accès à l'eau potable à 60%, celui de l'accès aux services d'assainissement et d'hygiène à 50% et garantir un accès adéquat aux infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans 80% de nos écoles et de nos établissements de santé. Ces objectifs constituent une étape vers l'accès universel à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2050. Nous savons cependant que ces ambitions ne pourront être atteintes par la seule proclamation d'objectifs. Elles exigent la réforme de la gouvernance du secteur,
le renforcement de la régulation, la modernisation des opérateurs, l'extension et la réhabilitation des réseaux, la réduction des pertes, la sécurisation de l'énergie nécessaire au pompage et au traitement, ainsi qu'une meilleure prise en compte des besoins des territoires ruraux, des quartiers urbains vulnérables et des communautés affectées par les crises. La sécurité hydrique est, pour la République démocratique du Congo, inséparable de la sécurité alimentaire, de la santé publique, de l'industrialisation, de la transition énergétique et de la stabilisation durable de nos territoires. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour passer effectivement de la vision à l'action, je voudrais soumettre à notre réflexion 5 orientations. La première est celle de l'intégration des politiques publiques. Nous devons cesser de concevoir séparément l'eau, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'urbanisme, l'environnement et les infrastructures. Nos politiques doivent être pensées à l'échelle des bassins, des territoires, des villes et des systèmes économiques. Un projet d'irrigation doit intégrer la protection des sols, l'énergie, les chaînes de valeurs agricoles et l'accès au marché. Un projet d'eau urbaine doit anticiper la croissance démographique, l'assainissement, le drainage, la gestion des déchets et la résilience aux inondations. Un projet hydroélectrique doit prendre en compte les besoins des populations, les équilibres écologiques et les activités économiques locales. La deuxième orientation est celle de la qualité des institutions et la continuité de l'action publique. Nous avons besoin d'opérateurs performants, de régulateurs crédibles et de responsabilités clairement établies et de mécanismes rigoureux de redevabilité. Chaque ouvrage doit disposer d'un modèle de gestion et de maintenance. Chaque opérateur doit être évalué sur la qualité, la continuité et l'accessibilité du service. Chaque financement doit pouvoir être suivi avec transparence. Nous devons mesurer nos progrès, non pas par le nombre de réunions organisées, mais par le nombre de personnes nouvellement desservies, non par le volume des annonces, mais par la quantité et la qualité de l'eau effectivement livrée. Non par les seules infrastructures inaugurées, mais par leur fonctionnement durable. La troisième orientation est celle de la préparation des projets. Très souvent, nos pays ne manquent ni de besoins ni d'ambition. Ils manquent de projets techniquement mûrs, juridiquement sécurisés, financièrement structurés et rapidement finançables. La préparation technique ne doit plus être considérée comme une étape secondaire. Les études de faisabilité, les données hydrologiques, la structuration financière, l'évaluation environnementale et sociale, les mécanismes de partage des risques et la préparation des procédures de passation des marchés doivent bénéficier de ressources suffisantes. L'Afrique a besoin de véritables portefeuilles de projets bancables articulés autour de priorités nationales et régionales clairement définies. La quatrième orientation est celle du financement. Nos ambitions hydriques ne pourront être réalisées sans une mobilisation massive, innovante et coordonnée des ressources. Nous devons associer les budgets nationaux, les financements concessionnels, les ressources climatiques, les garanties, les financements mixtes, les partenariats publics-privés et le capital privé à long terme. Mais nous devons également agir sur le coût du capital. Les projets africains ne peuvent continuer à supporter des primes de risque disproportionnées alors même qu'ils répondent à des besoins essentiels, génèrent des bénéfices sociaux considérables et renforcent la résilience climatique mondiale.
J'appelle les institutions financières internationales et les banques de développement à élargir leurs instruments de garantie, à renforcer les mécanismes de préparation des projets et à mobiliser davantage de ressources concessionnelles en faveur des infrastructures hydriques. Le lancement de l'initiative Water Forward, qui vise à améliorer la sécurité hydrique de plus d'1 milliard de personnes d'ici à 2030, constitue à cet égard une avancée que nous saluons. Nous souhaitons que cette ambition mondiale se traduise rapidement par des programmes nationaux et régionaux structurants, adaptés aux priorités africaines et accompagnés de moyens financiers à la hauteur des besoins. Les sessions business to business organisées dans le cadre de ce forum doivent précisément permettre de rapprocher les États, les services publics, les banques, les investisseurs et les fournisseurs de solutions. Elles ne doivent pas être de simples espaces de présentation. Elles doivent devenir des lieux de conclusion de partenariats, de structuration de projets et de mobilisation effective des financements. La 5e orientation est celle de l'industrialisation et de l'innovation. L'eau doit aussi devenir un secteur de création d'emplois, de compétences et de valeur ajoutée en Afrique. Nous devons développer sur notre continent la production de tuyaux, de pompes, de compteurs, d'équipements de traitement, de systèmes d'irrigation et de solutions numériques. Nous devons renforcer les compétences africaines dans l'ingénierie, l'hydrologie, la maintenance, la gestion des réseaux et la gouvernance des services publics. La digitalisation doit nous permettre de mieux suivre les ressources, détecter les fuites, améliorer la facturation, contrôler la qualité, anticiper les risques et renforcer la transparence. Notre objectif doit être de bâtir non seulement des infrastructures hydriques africaines, mais également une véritable industrie africaine de l'eau. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'eau ignore les frontières administratives. Les fleuves, les lacs, les aquifères, les bassins versants relient les peuples et les territoires. Aucun État ne peut donc garantir seul sa sécurité hydrique. Nous devons renforcer la coopération entre les pays riverains, consolider les organisations de bassins, partager les données, coordonner les investissements et promouvoir une utilisation équitable et raisonnable, durable des ressources transfrontalières. Dans un contexte marqué par la multiplication des tensions et des crises, nous devons faire de l'eau non pas un motif supplémentaire de rivalité, mais un instrument de dialogue, de confiance et d'intégration régionale. L'eau peut devenir une diplomatie de la paix. Elle peut rapprocher des communautés, soutenir les échanges économiques, prévenir les déplacements forcés et créer des intérêts communs suffisamment puissants pour consolider la stabilité régionale. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord sont toutes confrontées, selon des réalités différentes, à la même exigence, bâtir une gouvernance coopérative de l'eau. L'Union africaine a consacré l'année 2026 à la disponibilité durable de l'eau et à la mise en place de systèmes d'assainissement sûrs, plaçant ainsi cette question au cœur de l'agenda 2063. Elle a également engagé le continent dans la mise en œuvre de la vision africaine de l'eau de 2063. Nous devons maintenant donner à cette priorité continentale une traduction politique, budgétaire et opérationnelle. Je lance donc, depuis N'Djamena, un appel à une coalition africaine pour la sécurité hydrique. Une coalition entre les États pour élever l'eau au rang de priorité politique de premier ordre. Une coalition avec les institutions financières pour réduire le coût et accélérer les investissements. Une coalition avec le secteur privé
pour mobiliser les technologies, l'innovation et les capacités d'exécution. Une coalition avec les collectivités, les communautés, les jeunes et les femmes, afin que les solutions répondent aux réalités locales et soient durablement appropriées. Notre responsabilité collective est claire: passer des stratégies aux investissements, des engagements aux chantiers, des chantiers aux services et des services aux résultats mesurables. Nous ne pouvons plus accepter que les projets mettent des années à être préparés, davantage encore à être financés, puis restent fragiles faute de maintenance. Nous devons aller plus vite, mais sans renoncer à la rigueur. Nous devons investir davantage, mais avec plus de transparence. Nous devons mobiliser le secteur privé, mais dans le respect de l'intérêt général, de l'accessibilité du service et de la souveraineté de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre génération ne doit pas transmettre à la suivante une Afrique où une mère parcourt encore de longues distances pour trouver de l'eau, où un enfant tombe malade pour avoir consommé une eau contaminée, où une école ou un centre de santé fonctionne sans service adéquat d'eau et d'assainissement, où des terres fertiles demeurent improductives faute d'irrigation, où des villes se développent plus rapidement que leurs infrastructures. Nous devons construire une souveraineté hydrique africaine, une souveraineté au service de nos populations, de notre jeunesse, de notre agriculture, de notre énergie, de notre industrialisation et de notre résilience climatique. La déclaration de N'Djamena doit marquer le début d'une nouvelle ère, celle de l'exécution, de la responsabilité et des résultats. Une ère où les engagements deviennent des ouvrages, où les ouvrages deviennent des services, où les services changent concrètement la vie de nos populations. La République démocratique du Congo est prête à prendre toute sa part dans cette ambition. Elle est prête à réformer, à investir, à coopérer et à mobiliser son immense potentiel hydrique et écologique au service de son peuple et du continent. Je vous remercie. Merci, un grand merci à son Excellence, Monsieur Félix. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le campus scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanités. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse: le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.